notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles prières avec notre état d'âme d'aujourd'hui. Seigneur, écoute. Jamais abandonné, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, nous te disons nos problèmes. Amen. Ensemble. Accompagne Seigneur. Merci. Assemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque métropolitain, avec les prêtres et les diacres, tes enfants ici rassemblés, toutes les personnes de bonne volonté pour rétablir le cœur, accueillir dans la lumière de ton visage. Sur nous tous ici rassemblés. La puissance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. La paix. Rapport Mapping, rapport Mapping, justice pour les victimes du génocide du peuple congolais, sauvons la RDC, Congo et Colobon, Congo et Colobon, Congo et Colobon. Merci beaucoup. Bonamboka, bonsoir. En quelques minutes, je vais essayer de partager mon témoignage sur les génocides congolais. Alors, à chaque fois que l'on parle de génocide congolais, je me rappelle toujours l'image des deux têtes de nos compatriotes congolais que j'ai vus à l'hôpital de Oicha, à territoire de Beni, en date du 27 novembre 2019. Le présumé Altef avait tué ce jour-là plus de 37 personnes. Les corps ont été ramenés de Brousse jusqu'à l'hôpital général d'Oicha. Je suis arrivé à la morgue de l'hôpital. Pendant que l'on était en train de décharger les cadavres de camions qui les amenaient, j'ai vu de mes yeux les têtes des deux compatriotes grillées, épais comme la tête d'une chèvre, grillées dans des casseroles, non pas pour être mangées, mais pour semer la terreur dans les chefs des habitants de Beni
afin qu'ils puissent abandonner leur territoire au profit des populations inconnues. Cette année-là, 2019, les organisations des droits de l'homme avaient dénombré 1070 personnes tuées à territoire de Beni et Irumu, rien que dans les deux territoires. Elles ont dénombré à 2020 1569 compatriotes tués. Depuis 2021 jusqu'à ce jour, alors que l'on attendait de l'état de siège la diminution du nombre de personnes tuées, la moyenne des personnes tuées par mois s'élève à 416 compatriotes chaque mois. Ça veut dire par an, vous prenez 416 multiplié par 12, nous sommes autour de 4990 personnes tuées chaque année depuis 2021, 2022, 2023. Et cette année et la semaine qui vient de s'écouler, en moins de 10 jours, la société civile a dénombré pas moins de 117 personnes décapitées. Rien que à Beni territoire et à Beni ville. J'ai également été témoin de la situation des personnes déplacées dans des camps autour de la ville de Goma. Ces déplacés ont également été victimes de bombardements au mois de février. Des bombes larguées sur des paisibles citoyens, des mamans, des enfants qui avaient fui leur milieu d'origine. Ils ont fui Bunagana depuis juin 2022. Ils ont fui Rutshuru, Kiwanja depuis octobre 2022. Ils ont fui Kichanga, Kiloliwe, Mushaki depuis janvier 2023. Et jusqu'à ce jour, cantonnés dans des camps. Mais j'ai été témoin de ceux-là qui sont morts, tués par des bombes larguées par les ennemis. Non seulement ceux-là, nombreux ont fui dans des forêts, dans des brousses, de Kichanga pour Mweso, de Mweso pour Kikuku, d'autres de Bambo pour Kibirizi Wengi. Le nombre de ceux qui meurent dans ces forêts-là n'est pas connu. Ceux dont le nombre a été estimé, ce sont les paisibles citoyens qui avaient été massacrés par l'armée rwandaise à Kishishe au mois de novembre 2019. Les organisations de la société civile avaient estimé à au moins 270 compatriotes massacrés, la plupart dans des églises, les autres dans des maisons. Comme si ça ne suffisait pas, ces populations ont été à nouveau jetées sur la route. Au mois de mars, j'ai été témoin de leur souffrance à Kanyabayonga, à Kirumba. Malheureusement, l'ennemi les a poursuivis à nouveau jusque-là. Au mois de mai-juin, l'M23, qui est la couverture de l'armée rwandaise et de l'armée ougandaise, les a à nouveau chassés et ces populations ont fui dans la partie nord du territoire des libéraux et jusque dans la ville de Butembo. Pendant ce temps, les ADF ont fini les contrôles, après les contrôles entiers par des massacres de tout le territoire de Beni. Et depuis le mois d'avril, mai, ils ont commencé la série de massacres au nord du territoire de Lubero. Le dernier massacre a eu lieu à Mambo-Jipa. C'est dire que ces populations se retrouvent en étau entre d'un côté
les ADF qui les massacrent par Beni et par le secteur de Bapiré à Lubero Nord. Et de l'autre côté, au sud, ces populations sont victimes du M23 avec des militaires rwandais qui non seulement viennent occuper Tchuru, une grande partie de Massissi, mais également pourchassent ces populations dans la partie sud du territoire de Lubero. Ça, c'est pour les crimes actuels. Mais je suis témoin de ces crimes depuis 1994. Lorsque Paul Kagame prend le contrôle de Rwanda, des milliers de réfugiés rwandais arrivent à Goma. J'habitais dans un quartier frontalier de Gisenyi, le quartier Birere de Goma. J'ai été témoin de la détresse des milliers et des milliers de réfugiés rwandais dont les cadavres étaient longés tous les longs des routes des avenues de la ville de Goma. Ils mouraient de faim, ils mouraient de choléra, ils mouraient de différents types de maladies. Mais j'ai également été témoin en octobre 1996 de l'entrée de l'armée rwandaise dans la ville de Goma. Comme j'habitais, je vivais à la frontière, je les ai vus entrer par le cimetière de Jolibois. Je les ai vus entrer par la petite barrière, par la grande barrière. Et à leur entrée, ils ont perpétré des massacres indescriptibles contre les Congolais, mais également, principalement contre les réfugiés qui étaient dans les camps. Des cas de Mubunga, des cas de Kibumba, des cas de Kaindo, plusieurs sont morts. J'ai également été témoin le 2 août 1998 du début de la guerre du RCD. J'ai eu du mal à trouver sommeil cette nuit-là lorsque je suivais Feu Sylvain Mbouki lire à la RTNC Goma le message de la déclaration d'une nouvelle guerre. Et la crainte dans mon cœur était de dire: le Rwanda vient balkaniser notre pays. Je suis fier à l'idée de voir notre pays être balkanisé. Je bénis Dieu qui nous a donné la vigueur, les Congolais de tous bords, de Kinshasa, de Matadi, du Katanga, de la province orientale, du Kivu, de l'Ituri, de Maniema, de Kasaï, pour résister contre cette évasion rwandaise venue sous le couvert du RCD. Et Dieu merci, en 2003, le pays a été à nouveau réunifié. Mais avant cette réunification, j'étais témoin de plusieurs massacres perpétrés par l'armée rwandaise sur notre territoire pendant tout ce temps du RCD. Nous avons espéré qu'avec la réunification, la paix était au rendez-vous. Mais hélas, le CNTP a commencé. J'ai été témoin de l'aventure de l'entrée de Kuna et Mutebouti à Bukavu, où des femmes ont été violées, des magasins ont été pillés, des compatriotes ont été tués. J'ai été témoin de l'évolution de cette guerre du CNTP en 2006, en 2007, témoin de ce que l'on appelle la défaite de Moussaki, où des vaillants militaires congolais ont payé le tribut de l'évasion rwandaise. Témoin en 2008, lorsque l'armée rwandaise s'arrête au nord de la porte de Goma, et nous avons espéré que la communauté internationale nous aide à trouver une solution. Curieusement, on nous a parlé d'un accord secret avec Kagame, et à la suite de cet accord, on a vu l'armée rwandaise être déployée sur notre territoire sous ce que l'on a appelé l'opération Umoja-Wetu, au motif que l'armée rwandaise venait traquer et neutraliser les FDLR. J'ai été témoin de
des communs de villages de Rutshuru ont été incendiés, des villages de Massissi, des compatriotes être ciblés sous prétexte de la neutralisation des FDLR. J'ai été également témoin en 2012 de l'entrée de l'armée rwandaise sous couvert M23 dans la ville de Goma le 20 novembre. J'ai été témoin de comment, sous la pression de la communauté internationale, à leur sortie de Goma, ils ont pillé systématiquement la ville de Goma. Ils ont emporté les véhicules. Ils ont saccagé les bureaux de la ville de services publics. J'ai été témoin afin de comment ils ont, après le fameux accord du 23 mars 2009, et qu'ils aient été autorisés à se déployer de Fizi jusqu'à Ituri, les massacres de Beni ont commencé en juillet 2013 et une intensification de ces massacres en octobre 2014 jusqu'à ce jour tel que je venais de vous le dire. Pour terminer, je voudrais remercier Dieu, disais-je, pour l'esprit de résistance qu'il donne aux Congolais. Mais en même temps, je voudrais vous partager les sentiments de plus en plus partagés par beaucoup de compatriotes à Goma, comme à Butembo. J'ai rencontré un pasteur qui me dit: Jean-Baptiste, nous sommes dans un dilemme. Nous sommes conscients que le Rwanda et l'Ouganda sont les principaux auteurs de ces génocides. Mais nous sommes de plus en plus découragés par le fait que nous nous rendons compte que le pouvoir en place à Kinshasa n'a pas la volonté de nous libérer ni de la progression du M23, ni des massacres des ADF. Et ce pasteur me posait la question: est-ce que mon fils, tu seras tranquille dans ta conscience d'apprendre que nous, tes parents, nous choisissons afin de nous mettre à genoux, soit sous la domination rwandaise ou la domination ougandaise? J'ai dit: papa, lorsque je me rappelle de comment les Rwandais nous ont tués à Kisangani, comment les Ougandais nous ont tués à Kisangani, il est pour nous inacceptable que nous puissions nous soumettre ni à la domination rwandaise, ni à la domination congo-ougandaise. Mais il m'a dit: quelle sera la solution? J'ai dit: de mon point de vue, la solution réside dans la mobilisation des compatriotes vivant principalement à Kinshasa. Parce qu'en réalité, ni les ADF, ni les M23, ni l'armée rwandaise ne sont invincibles. La preuve, c'est que au mois de septembre 2023 jusqu'en octobre, l'armée congolaise, soutenue par le Wazalendo, ont délogé l'armée rwandaise de Moussaki, de Nturo, de Kiloniwe, de Burungu, de Kichanga. L'armée était déjà dans les montagnes de Bouza et voulait descendre vers Tongo et libérer Rutshuru. C'est-à-dire que l'armée rwandaise n'est pas invincible. Mais j'ai posé également des questions à des compatriotes qui sont dans la zone pour dire: mais comment expliquer que l'armée rwandaise a repris ces entités jusqu'à siéger 5 aujourd'hui, jusqu'à bombarder Goma, l'aéroport de Goma le 17 février, jusqu'à rendre difficile la navigation à l'aéroport de Goma aujourd'hui. Et j'étais révolté d'apprendre qu'en fait, les ordres sont venus de Kinshasa pour demander à ces militaires de reculer, de laisser Kichanga entre les mains de l'ennemi. J'ai été révolté d'apprendre que si Kichanga est tombé, c'est parce qu'il y a eu dans la chaîne de commandement une mafia qui décourage ceux-là qui se donnent corps et âme pour libérer notre pays.
c'est dire que la responsabilité, la complicité réside à Kinshasa. Et si cette complicité est découragée, notre armée est capable de libérer notre pays, notre peuple est capable de résister contre cette agression et la mettre à l'échec. Enfin, je voudrais terminer à nous interpeller à la vigilance. Vous avez suivi qu'en Rwanda, le pouvoir en place a signé un compromis avec le Rwanda que le gouvernement a présenté le 26 avril courant dernier plutôt un plan de neutralisation des FDLR et que le 7 août prochain les experts du renseignement du Rwanda, de la RDC et de l'Angola vont à nouveau se réunir pour élaborer la mise en œuvre de la proposition de ce plan. La question que la population du Nord Kivu se pose, comment expliquer que le gouvernement tombe dans le piège du Rwanda alors que le Rwanda occupe déjà Rutshuru, occupe Masisi, là où le Rwanda prétend qu'elle peut retrouver encore les FDLR qui restent. Ces territoires sont sous contrôle du Rwanda, sous contrôle du M23. Et le pouvoir en place signe qu'il va présenter au Rwanda un plan de neutralisation des FDLR dans les territoires sous occupation du Rwanda. En fait, il y a une diversion, une complicité du pouvoir à accompagner la balkanisation. Comment comprendre que le gouvernement signe depuis le 4 juillet ce qu'ils ont appelé trêve humanitaire? Cette trêve visait 3 objectifs. Premier objectif, ordonner cesser le feu entre FARDC et l'armée rwandaise. Deuxième objectif, demander aux populations congolaises qui avaient fui Rutshuru, qui avaient fui Kirumba, de regagner les zones sous contrôle du M23. Troisième objectif, autoriser aux humanitaires d'aller donner de l'assistance à ces populations retournées. Pourquoi le pouvoir a-t-il accepté de signer par un trêve alors qu'il fallait demander plutôt que l'armée rwandaise se retire d'abord, parce que c'est la présence de cette armée rwandaise que ces populations avaient fait? Il fallait que la communauté internationale ordonne le retrait de ces troupes rwandaises et ensuite les populations congolaises retourneraient paisiblement dans leur milieu. Mais non, on demande aux populations de retourner pour aller apprendre à s'accommoder à vivre sous la domination de l'occupant. Une preuve supplémentaire que la complicité du pouvoir a place. Je pourrais multiplier les exemples de la complicité. En fait, si nous n'avions pas un parlement composé de députés sénateurs corrompus, le pouvoir à place devrait être traduit devant la justice pour votre trahison. Parce que tous les signes démontrent qu'il y a dans les chefs du pouvoir à place une complicité de cession d'une partie de notre territoire national. Est-ce que vous allez accepter que le Nord Kivu soit cédé au Rwanda? Vous allez accepter que l'Ituri soit cédé au Rwanda? En mémoire de nos frères et sœurs qui nous ont laissés, nous allons continuer à faire briller cette flamme, la flamme de l'unité, de l'amour. Nous ne les oublierons jamais. Est-ce que, ingénieur, tu peux éteindre la lumière? Soulevons nos bougies, s'il vous plaît. Restons un moment calme. Méditons. On reste dans le silence, s'il vous plaît. Dans la méditation. Soulevez nos bougies. Il y en a pas assez. Soulevez les bougies. Soulevez comme ça, c'est bon.
Merci beaucoup, merci. Est-ce qu'on peut amener le ballon d'air, s'il vous plaît? Protocole, amenez le ballon d'air. Distribuez le ballon d'air. Protocole, ballon d'air, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on reste dans la méditation. Toujours. Est-ce qu'on est en train de distribuer les ballons d'air? Pas encore. Tout le monde a le ballon d'air? Maman, venez s'il vous plaît. Ballon d'air. Ok, ingénieur anti basiko koko fondola minda comme ça ballon d'or yo mona na mingi ok. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut reprendre nos places s'il vous plaît? C'est du ballon d'air? On peut y aller? Bien.